Donc il est destiné à des équipes de passe et également de PUI. Et sans transition, je vais laisser la parole à mes deux collègues pour qu'elles puissent essayer toujours avec les de se dire. Bonjour, Muriel Charles, pour la coordination des passes PACA. Pour cet ordre du jour, nous accueillons 3 présentations. La première, concerne au pays pour la santé des patients sans La deuxième présentation concernera le logigramme d'aide à la compréhension des circuits d'accès et de facturation par le docteur Honoré Stéphane de l'Omédite PACA. Et la troisième et dernière présentation portera sur le retour d'expérience sur la mise en place d'une procédure d'accès aux produits de santé au CHU de Bordeaux par le docteur Labadie Aurélie. Bonjour, et Elodie Taral pour la coordination de l'Occitanie. Donc, ce que nous vous proposons pour que notre webinaire soit le plus fluide possible, c'est de laisser la parole à nos 3 intervenants afin d'avoir une vision d'ensemble de notre thématique. Et nous vous invitons à lever la main ou à poser vos questions dans le chat au cours des interventions. Et à la fin des 3 présentations, nous prendrons quelques questions à l'oral et un temps d'échange. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos de la coordination nationale à répondre à vos questions que vous aurez laissées au préalable dans le chat après le webinaire. Voilà, eh bien, on laisse tout de suite la parole au docteur Zachelin. On a mis votre diaporama, n'hésitez pas à nous dire quand est-ce qu'on change de diaporama, enfin d'image. Docteur Zachelin, êtes-vous parmi nous? Tapis en Albanie, ça se passe comment? Est-ce qu'il est là? En attendant que le docteur Zachelin la deuxième présentation de Monsieur Honoré, s'il est d'accord pour... J'ouvre la deuxième. J'arrive, je fais ça. Merde. Et là, c'est écrit dans l'écran. Excusez-nous pour ce petit décalage technique, on débloque les micros et docteur Honoré va pouvoir commencer sa présentation. Ah, ok.
Ah, ça y est, est-ce que vous m'entendez là? Je vais Oui. essayer de faire... Oui. Oui. Alors, Oui. je vais essayer de faire pareil pour le micro, parce que ça ne marche pas avec le bouton, mais ça marche avec les raccourcis d'écran. Voilà. Non, vous devriez me voir aussi. Eh bien, parfait. Allons-y. Donc, bonjour à tous. Désolé de ce petit couac technique. Je vais vous présenter le logigramme d'aide à la compréhension des circuits d'accès et de facturation pour les produits de santé pour les patients sans droit en situation de précarité. C'est un logigramme qui a été travaillé par l'ARS PACA, l'Omédic PACA Corse et la coordination régionale des PAS PACA avec la PHM du Nice. Diapo suivante. Est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante? Qui est publié par la DGOS, voilà, et qui avait pour vocation à être un peu plus explicite, notamment sur la forme visuelle de ce guide PAS. Diapo suivante. Donc, l'objectif de cette procédure en PACA, c'était donc, bien sûr, ça concerne la dispensation des produits de santé aux patients sans couverture sociale dans les établissements de santé, notamment qui assurent des missions de service public, avec bien sûr une description de tous les acteurs qui sont impliqués dans ce circuit, notamment les pharmaciens intérieurs, ça veut dire des urgences, le bureau des entrées, les permanences d'accès aux soins, et puis les services sociaux et les services hospitaliers, sachant que le financement de cette prise en charge se fait soit sur le budget propre de l'établissement, soit sur le FIR précarité que reçoivent les établissements. La suivante. Le cadre réglementaire, hein, possible pénalité s'il y a un défaut de mission de service public. Diapo suivante. Oui. Les bénéficiaires donc, de ce dispositif, c'est tous les patients précaires qui n'ont pas de droit effectif, des personnes sans chez soi, les jeunes en carence, les résidents de foyers de travailleurs migrants, etc. Je ne vais pas passer, vous les connaissez très bien. Diapositive suivante. Donc, la première étape, bien sûr, qui est cruciale, c'est le repérage des patients qui sont sans droit. Et donc, ça doit se faire au bureau des entrées, au niveau des consultations externes, de chaque hospitalisation ou au niveau des urgences. Oui, parce que là, Nous devons assurer la continuité des soins, bien sûr médicaux, du circuit du médicament, donc de l'obtention des produits de santé, avec une orientation sociale associée et une prise en charge sociale qui est aussi indispensable pour cet accès aux produits de santé. L'objectif est à toutes les étapes d'accélérer le processus de recouvrement des droits par le patient. Diapositive suivante. Le circuit de délivrance des produits de santé, au traitement qui lui est prescrit après sa prise en charge médicale. Ce circuit de délivrance est bien sûr valable pour les heures ouvrables de la PUI, liées ou pas une évaluation sociale. Et pour les horaires, notamment lors des fermetures des PUI, il est très important d'avoir une organisation spécifique au sein de l'établissement, et on verra tout à l'heure
ces organisations spécifiques, notamment les conventionnements avec une pharmacie d'officine éventuellement, pour éviter bien sûr toute rupture de traitement. Et ces procédures doivent être intégrées aux procédures bien sûr existantes des établissements de santé. Diapositive suivante. Donc on va passer un petit peu de temps sur le logigramme. C'est pas la dernière version, mais on voit l'intégralité du logigramme. Donc on va démarrer par le haut. Donc pour tous les patients sans droit et précaires, bien sûr, il doit y avoir une vérification et un contrôle au niveau du bureau des sociaux. Quel que soit l'endroit où le patient se trouve, que ce soit dans un service d'hospitalisation MCO, une HDJ, dans un établissement public de santé ou un ESPIC, au service d'accueil des urgences ou dans le cadre de consultations externes, en secteur ambulatoire ou dans le cadre d'une PASS. Le patient va être pris en charge et il va obtenir une prescription médicale qu'il faudrait associer, même si elle n'est pas obligatoire, à une fiche de liaison qui permet une meilleure coordination des acteurs au sein de l'établissement. On verra tout à l'heure cette fiche de liaison. La délivrance va être faite soit par la pharmacie à usage intérieur, soit par des officines conventionnées. Il y a d'ailleurs un modèle de convention entre établissements de santé et officines qui est mentionné dans le guide PASS de la DGOS, qui est proposé comme exemple. Et donc l'idée, c'est que tous les établissements puissent prévoir cette organisation, notamment en dehors des horaires d'ouverture de la pharmacie à usage intérieur. Sont ouverts ou pas à chaque étape. La délivrance va se faire en fonction de la nature des produits. On va commencer par la gauche du logigramme. Pour les médicaments onéreux, en fonction de la situation des droits du patient, eh bien, il va y avoir des circuits de dispensation différents. Lorsqu'on a affaire à des soins urgents, c'est-à-dire qui engagent le pronostic vital, la dispensation doit être en PUI. Ça concerne les médicaments qui sont rétrocédables et les non rétrocédables. Et il y a une facturation qui doit être faite à l'assurance maladie. Pour les patients qui ont le dispositif soit de protection universelle maladie, soit de complémentaire santé solidaire, soit l'aide médicale d'État, elle peut être en cours d'ouverture ou partielle, hein, en démarche. Donc là, la dispensation doit se faire en officine de ville, plus ou moins couverte par une acquisition des droits, mais une acquisition en cours. Et là, donc, ça concerne les médicaments rétrocédables et tous les médicaments qui sont en double circuit de dispensation. La facturation se fait à l'assurance maladie. La facturation de ces patients-là peut aussi, la dispensation peut se faire aussi en pharmacie à usage intérieur, bien sûr. Et pour les patients qui n'ont pas de droit encore, la dispensation doit se faire en PUI. Ça concerne les médicaments rétrocédables uniquement, qui sont facturables à l'assurance maladie. Pour les médicaments non rétrocédables, ils seront dispensés par la PUI, mais facturés sur le budget d'établissement ou le FIR précarisé. Pour les autres conditions, les produits de santé qui ne sont pas onéreux, l'appareil, il y a une dispensation qui est faite par soit la PMI, soit, en fonction des horaires, soit la pharmacie d'officine. Et dans tous les cas, le budget, lorsqu'il n'y a pas de droit, bien sûr, le budget médicament, le financement est imputé soit sur l'UF précarité qui reçoit le FIR, soit, comme ça concerne également le budget global de l'établissement, sur les UF de service prescripteurs. Voilà pour ce logigramme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va passer, si vous voulez bien, à la diapo suivante. Sur la fiche de liaison, bien que non obligatoire, elle est très importante à mes yeux, puisqu'elle permet une meilleure coordination des acteurs au sein de l'établissement. Donc, elle doit être intégrée au dossier patient informatisé ou remise en main propre au patient. L'objectif, c'est de bien identifier le patient qui est dans ce dispositif-là,
avec bien sûr une dispensation gratuite des traitements, une prise en charge globale en cours avec recouvrement des droits en cours et éventuellement des adaptations de la prescription, et puis une meilleure coordination entre donc la durée de validité de cette fiche, elle est évaluée au cas par cas et elle doit servir de communication. On va avoir cette fiche dans la diapositive suivante. Voilà, donc il y a une identification du patient au niveau du bureau des entrées, l'identification du service prescripteur et du service social, la validité du document qui est mentionné par voyez, le service social et la pharmacie à usage intérieur qui atteste avoir délivré le traitement prescrit pour une durée de tant de jours, avec la date et la signature, avec bien sûr l'identification du dispositif qui est utilisé dans ce cadre-là. Diapositive suivante. Donc, il y a quand même des situations particulières, et notamment des situations qui peuvent être complexes, notamment pour les médicaments coûteux. C'est complexe en réunion pour ces cas complexes, pour les médicaments coûteux, ou alors pour les produits qui ne sont pas au livret thérapeutique, qui ne sont pas détenus par la pharmacie à usage intérieur. Et puis, lorsqu'il y a bien sûr des blocages d'ouverture des droits, il convient de s'occuper particulièrement de ces situations. Les événements indésirables dans ce circuit doivent être déclarés selon le même circuit de déclaration pour les autres patients, dans le cadre du circuit établissement de santé. Et en cas de blocage, bien sûr, vous pouvez contacter votre référent pharmacie au niveau de votre ARS. Diapositive suivante. Et des cas particuliers, notamment pour les mineurs accompagnés, il y a une mention à ce sujet-là. Donc, la délivrance est possible sans adulte, mais bien sûr sous la responsabilité du pharmacien qui doit en évaluer le risque par rapport au patient, notamment une vigilance accrue au niveau des substances vénéneuses. Je vous rappelle, c'est un classement pharmaceutique des médicaments listés sur liste 1 ou sur liste 2. Donc là, bien sûr, vigilance accrue, mais c'est le travail du pharmacien classique. Et le guide PASS mentionne bien sûr la possibilité de l'intervention d'un personnel socio-éducatif pour l'aide à la prise et à défaut, éventuellement, une délivrance infirmière. Diapositive suivante. Donc les recommandations pour la mise en œuvre de ce circuit de manière opérationnelle, c'est de l'intégrer, pardon, si on peut revenir juste, voilà, c'est de l'intégrer aux procédures existantes des établissements de santé, de les formaliser, de former tous les acteurs au niveau du bureau des entrées, de la pharmacie et du service, des services sociaux, notamment sur l'utilisation de cette fiche de liaison. Évaluer bien sûr l'efficacité de ce dispositif, de cette procédure interne via des indicateurs sur le nombre de dispensations par la PUI, sur les délais de recouvrement des droits, etc. Et là, pareil, vous pouvez toujours contacter le référent ARS éventuellement ou les référents PASS de votre région. Diapositive suivante, c'est la dernière. Donc la procédure, qu'elle soit des GOS ou le logigramme que je vous ai présenté, il permet de garantir un accès équitable aux soins pour les patients précaires, en essayant d'organiser, d'aligner les acteurs et les outils disponibles. Et donc l'objectif, c'est bien sûr de respecter nos missions de service public et pour une santé beaucoup plus inclusive pour les personnes sans droit. Vous retrouverez le logigramme que je vous ai présenté sur le site de l'Omédie PACACOR dans la rubrique santé et précarité. Vous y retrouverez également le guide PASS de la DGOS, notamment si vous ne l'aviez pas. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On fait un appel pour voir si on arrive à récupérer
Luana Zachelin, on a vu qu'elle avait pu se connecter, mais on ne la retrouve pas. Si elle peut nous faire Je suis signe là. si elle est là. Si on me voit. C'est bon. C'est parfait. Ma On va caméra est affichée ou pas du tout? On modifie les paramètres pour que Luana Zachelin puisse être présentatrice et on va. Donc, normalement, elle peut passer son PowerPoint si elle y arrive. Donc, Sinon, je le fais. on va le faire peut-être. Ok. On essaye de partager son support. Non, ça- Alors, théoriquement, vous devez voir le support. Muriel, Il y a c'est du pas son. le dernier que je t'ai Normalement, envoyé. Madame Zachelin. On peut faire un test son pour voir si Ce on vous entend. c'est pas celui-là que je vous ai envoyé hier, Muriel. On m'entend? Elisabeth, je sais pas quoi. Oui, Luana, on vous entend. Je ne sais pas si vous entendez par contre. Oui, moi j'entends bien. Alors, c'est bon, on peut dérouler la présentation. Merci beaucoup. Par contre, c'est pas le dernier que je t'ai envoyé hier. Allô, allô? On l'enlève. Est-ce que tu as les droits de partage? Est-ce que tu peux essayer de le partager? Oui. Super, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Oui. C'est bon? Oui, merci. Ah, super. Bon, Oui. ben, pour le coup, donc, je vais me présenter. Donc, je suis Luana Zachelin, donc, je suis pharmacienne hospitalière contractuelle au sein du CHU de Marseille. Je travaille beaucoup avec l'équipe du service de la passe à la conception et le service de la pharmacie, 4 jours par semaine. Et donc, je vais vous présenter le cadre juridique applicable au PUI, la délivrance et l'accès aux produits de santé pour les patients sans droit à sécurité sociale. Donc, ce qu'on sait, donc l'accès aux soins et aux médicaments, donc c'est un droit fondamental, donc qui est garanti par le Code de la santé publique. Et normalement, ce droit est censé être universel. Sauf que dans la pratique, on sait qu'il y a de nombreux patients qui sont en situation de précarité, qui arrivent au sein de l'hôpital sans couverture sociale, ils n'ont pas d'assurance maladie, pas de PUMA et pas d'AME. Et en fait, ces patients, parfois, on retrouve des blocages. Ces blocages sont dus d'une part au niveau de la PUI, qui est l'acteur central du circuit des médicaments au sein de l'hôpital, qui a un cadre réglementaire, qui est strict, et d'autre côté, les missions de l'hôpital, qui a des missions de service public, qui doit accueillir tous les patients. Donc, pour le coup, on va présenter comment concilier la réglementation et l'accès aux médicaments pour les patients sans droit à sécurité sociale. Donc, on va suivre ce plan avec le cadre, je vais vous présenter le cadre juridique des PUI, puis l'exception et les dérogations, le devoir d'accueil du service public hospitalier, le rôle des passes et les responsabilités et les limites que nous avons au niveau des pharmacies. Donc, pour connaître le cadre juridique des PUI, donc les missions principales du PUI, c'est de gérer et d'approvisionner en médicaments et en dispositifs médicaux les patients hospitalisés, de faire les préparations des contrôles et de la détention ainsi que de la validation d'ordonnances. Il y a des missions de pharmacie clinique, des missions aussi d'informer les patients et les professionnels sur la bonne utilisation. Et après, il y a d'autres missions annexes, je ne vais pas trop parler, qui sont la vigilance, tout ce qui est coopération inter-établissement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, la PUI ne dispense les médicaments qu'aux patients hospitalisés ou suivis dans le cadre de l'établissement.
Il existe beaucoup des exceptions et des dérogations à ces règles, notamment la rétrocession. Donc, en fait, on va donner beaucoup des médicaments aux personnes qui sont ambulatoires, donc c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas hospitalisées. Pour cela, la PUI nécessite une autorisation qui est faite par l'ARS et la liste des médicaments est soumise à autorisation. Il y a aussi une autre exception qui sont les urgences et nécessités. Il peut y avoir des délivrances beaucoup ponctuelles en cas de besoin vital ou thérapeutique. Et après, il y a le système des PASS que je vais détailler juste après, qui sont des structures dédiées qui permettent l'accueil, le soin et l'accompagnement des patients et qu'ils aient accès en fait à des consultations médicales et des traitements. Ce qui est important de savoir, donc par contre, l'hôpital. L'hôpital a un devoir d'accueil de tous les patients. C'est un droit fondamental à la protection de santé pour toute personne d'assurer une permanence d'accueil, d'égalité d'accès à la prévention et aux soins sans discrimination. Quand une personne rentre à l'hôpital, il y a une charte de la personne hospitalisée qui dit que toute personne, avec ou sans droit, explicitement doit avoir accès aux soins. Pour cela, pour pallier donc à ces problématiques, il existe des services comme des PASS. Donc, en fait, les PASS, ce sont des dispositifs qui ont été implantés dans des hôpitaux. Maintenant, il existe en ville, qui visent à lutter contre les inégalités et améliorer l'accès aux soins de santé des populations en situation de précarité. Donc, les PASS, elles ont plusieurs missions, d'accueillir et d'orienter les personnes en situation de précarité, d'accompagner les démarches administratives pour l'ouverture de droits, parce que les patients vont pouvoir voir des travailleurs sociaux, assurer une prise en charge médicale en l'absence de droits et faciliter l'accès aux soins et donc au traitement. En général, les PASS, c'est une organisation avec une équipe qui est plus ou moins pluridisciplinaire. Donc, à minima, en général, on retrouve médecins, infirmiers et travailleurs sociaux. Et dans certaines PASS, on a en plus des pharmaciens, des médiateurs ainsi que des kinés. Ces PASS sont en général financés par des fonds d'intervention régionaux. Ce sont des Crésitas ainsi que l'assurance maladie. Donc, pour la PUI, la PASS, c'est un levier juridique et organisationnel qui garantit la continuité des soins pour les populations en situation de précarité. Donc, je vous fais un peu un bref détail de tout ce qu'on a en termes de responsabilité et des limites des PUI. Donc, pour donner les traitements finalement, on a le système de rétrocession. Donc là, comme je vous ai dit, ce sont les patients qui sont suivis en ambulatoire et qui vont chercher uniquement des traitements qui sont sur une liste arrêtée nationalement. Les patients vont se présenter avec une prescription hospitalière et il y a une dispensation qui se fait à la PUI. Ce sont des patients qui n'ont pas de droits, qui ont des droits sécurité sociale et donc c'est facturé à l'assurance maladie. Ou sinon, pour certains cas, on met la facture en attente et ça sera pour le coup facturé à l'assurance maladie en posteriori. Et j'en parlerai après. Sinon, il y a le cadre pour le coup des patients qui sont suivis dans le service de la PASS, dans ce dispositif. Et là, pour le coup, c'est des patients sans droit qui vont consulter des médecins et toute une équipe médicale. Et ces patients-là vont sortir avec une prescription et vont rentrer dans un circuit PASS pour ensuite avoir une délivrance de la PUI. C'est en général, au niveau des financements, ça sont des financements plutôt de l'établissement. Et à côté de ça, on a le côté des patients qui n'ont pas de droit à sécurité sociale, mais qui font partie pour le coup de la précarité. Donc là, ça va être plutôt des patients qui sortent de consultations externes, de sorties d'hospitalisation ou qui passent aux urgences. En général, plus ou moins une fiche de liaison si, en fonction du service dans lequel il est passé, il a vu ou non un travailleur social. Et ensuite, il y aura une délivrance en PUI. Pour le coup, surtout si on est on fera du dépannage jusqu'à ce qu'après, en horaire de pharmacie, pour le coup, on puisse régulariser la situation. Et là, pour le coup, on rentre dans des budgets plutôt FIRPAS, FIR précarité, financement de pôle ou d'établissement. Donc, il est important, en fait, de savoir le pharmacien, finalement, a une grande responsabilité civile et pénale, parce que dès qu'il va recevoir, en fait, une ordonnance, il faut respecter à la fois le cadre juridique strict qui est, pour le coup, on donne qu'aux patients hospitalisés, mais en même temps, il faut faire en marche pour le coup ces dérogations et voir, en fait, la situation de chaque patient pour dispenser de manière convenable le traitement à chacun des patients qui l'on verra. Pour vraiment insister sur le côté un peu du circuit du patient, donc si se présente à la PUI, il va falloir pour le coup, en général, il va présenter en fait une ordonnance.
l'ordonnance, pour le coup, soit elle émanera d'un accueil hospitalier, donc des urgences ou d'une sortie d'hospitalisation ou d'une consultation, que ce soit dans n'importe quel service hospitalier ou de la PAS. Nous, derrière, il y aurait forcément une évaluation médicale et sociale et un papier qui atteste ou une vérification derrière que le patient n'a pas de droit à sécurité sociale. Une fois que toutes ces démarches sont bien vérifiées, pour le coup, il y a une délivrance qui est faite derrière. Donc, un patient qui ait des droits à sécurité, qui n'ait pas de droit à sécurité sociale avec ou sans fiche de liaison, pour le coup, peut nécessiter d'avoir un traitement au sein de la PUI. Donc, pour conclure, donc l'accès aux soins et aux médicaments, donc c'est vraiment un droit fondamental qui est garanti par le Code de la santé publique. Les PUI, elles ont vraiment un rôle essentiel, mais leur action, pour le coup, elle reste vraiment strictement encadrée par la loi, d'où le fait que, pour le coup, il faut faire quand même être vigilant en fait, au niveau des que se pose. Il y a quand même les passes qui sont un relais quand même qui est indispensable. Ça permet en fait finalement d'avoir un circuit qui est bien défini. Et pour certains patients qui dépendent en fait des urgences, pour le coup, il y a quand même quelques dérogations qui permettent quand même de faire en sorte que le patient ne reste pas sans rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite à suivre la dernière présentation du docteur Aurélie Labadie. Le coup, est-ce qu'elle... Je suis là, Muriel, oui. Je vais partager mon écran parce que j'ai fait des modifs. Parfait, merci beaucoup. Je pense que j'ai pas les droits. Vous m'entendez? Sinon, est-ce que... Oui, on vous entend. Normalement, vous avez bien les droits pour partager. Non, je peux pas cliquer sur le... Tu peux me l'envoyer sinon? Ouais. Et puis sinon, en attendant, alors normalement on avait dit à la fin des 3 présentations, mais comme il y a une main levée, peut-être on peut vous laisser la parole. Et puis ensuite, le temps qu'on repartage l'écran et après on présentation, un temps d'échange et questions-réponses. Bonjour, Sylvie Brisé, cadre de santé au CHU de Toulouse. Moi, ma première question, c'est la présentation que vous venez de faire. Est-ce qu'elle est valable pour tous les centres hospitaliers, cette réglementation? C'est-à-dire qu'un patient sans droit qui se présente aux urgences, on lui fait une prescription médicale. Sur les jours ouvrables de la pharmacie, est-ce que c'est la pharmacie hospitalière qui doit lui lui délivrer les médicaments? On m'entend? Oui. Ah, super. Donc, oui, pour le coup, oui, la pharmacie, pour le coup, de toute manière, on vérifiera que le patient, il n'a vraiment pas de droit. Donc, en fait, il y a des systèmes qui permettent, Sésame CDR, de vérifier que le patient, pour le coup, n'a pas de droit à sécurité sociale. Et une fois, pour le coup, qu'on a vérifié que ce patient n'a pas de droit à sécurité sociale, oui, on dépannera le patient, pour le coup, le temps, si c'est une soirée ou un week-end, le temps que le patient est vu pour le coup un travailleur social en jour ouvrable. Et pardon? Oui. Et si, à moins bien sûr que le médecin juge que ce traitement puisse attendre. Ça aussi, après, il faut voir. Donc les présentations, elles sont, elles sont en lien avec un cadre juridique qui s'impose à tous, mais ce sont des présentations qui sont régionales, locales, en tout cas celles qui sont présentées, et c'est le cas pour celle qui vient, puisqu'on a désormais le PowerPoint qui est affiché. On laisse la parole à Dr Labadie. Pardon, excusez-moi.
Pardon, on refera un tour, on reviendra si vous voulez sur ces questions après, mais là on propose de faire les 3 tours et comme ça Ok, c'était pour eux. on donnera la parole tout à l'heure, sans problème. Eh bien, bonjour à tous. C'est bon, vous voyez mon diapo, vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, je me présente, Aurélie Labadie. Je suis pharmacien actuellement au CHU de Bordeaux avec une activité à mi-temps sur le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan et l'autre mi-temps sur le CHU. Et je suis responsable actuellement de la dispensation des produits de santé aux patients en situation de précarité au sein du CHU. Donc, pour vous donner une idée de l'activité PASS précarité dans notre établissement, on va commencer par quelques chiffres. Donc, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a 52 passes réparties de la manière suivante, là, comme vous pouvez le voir sur la carte à droite. Et plus précisément à Bordeaux, on a 7 passes sur le CHU. Donc, 2 passes généralistes, adultes, une passe psychiatrique, une passe bucco-dentaire, une passe pédia, une passe maternité et la petite dernière, une passe mobile. Excuse-moi, Aurélie, le diaporama ne défile pas, enfin en tout cas sur mon écran à moi. Ah mince. Voilà, ça y est. Je vais rester en comme ça, c'est pas grave. Du coup, j'en étais là. Voilà la répartition des passes en Nouvelle-Aquitaine. Et plus précisément, en ce qui concerne notre centre hospitalier pour la dispensation, on voit actuellement sur notre site 27 patients par jour en moyenne, ce qui représente environ 4 900 venus par an et 12 000 lignes dispensées. Si on compare avec les patients qu'on voit en rétrocession actuellement, on a environ 5 600 venus de rétrocession. Donc, c'est quasiment 50-50 actuellement. Au niveau de la moyenne d'âge, assez classique pour cette population, relativement jeune, autour de 34 ans, avec un écart assez important. Principalement de la prise en charge aiguë, environ 70% des ordonnances concernent des prises en charge de pathologies aiguës. Les médicaments les plus dispensés actuellement, c'est tout ce qui est antalgique, anti-inflammatoire, médicaments du système cardiovasculaire et beaucoup de médicaments pris en charge de troubles psychiatriques. En 2024, notre consommation de médicaments imputée à l'UGPA, c'était de 92 000 euros. En ce qui concerne l'évolution de l'activité, bon, globalement, ça, je pense que c'est assez similaire dans tous les établissements. Une augmentation très importante de notre file active, corrélée bien sûr à l'augmentation de la précarité pour diverses régions en France. Et également, on a eu une augmentation nous, qui est liée au développement de dispositifs qu'on a appelés Aller Vers, donc la passe mobile notamment, et l'équipe mobile de santé précarité et de soins infirmiers en précarité qui a vu le jour l'année dernière et qui va détecter un petit peu les patients directement en ville ou dans les squats et qui nous les envoie ensuite à la PUI pour la dispensation des traitements. Donc ça, effectivement, ça a engendré une augmentation d'activité également. Et enfin, une sollicitation plus directe des services de soins, puisque, comme vous le savez, on a quand même de plus en plus de patients précaires hospitalisés qui doivent obtenir une solution pour la dispensation de leur traitement en sortie d'hospitalisation. Donc, suite à cette augmentation importante d'activité et au budget médicaments qui augmente également d'année en année, on a fait une analyse un petit peu plus fine de la provenance de nos patients pour décortiquer un petit peu la manière avec laquelle on imputait les traitements sur l'UGPAS et en se rendant compte finalement que certains patients ne provenaient pas du dispositif PASS. Donc sur l'année dernière, on a recensé toutes les ordonnances et on se rend compte finalement qu'on a juste un peu plus de la moitié des ordonnances qui proviennent strictement du service. Donc, ça représentait sur 2024 environ 55% des ordonnances. Le reste des ordonnances, c'était environ 12% de sorties d'hospitalisation ou de consultation CHU et 7% de passage aux urgences CHU également. Et le quart restant, par contre, constituait en fait finalement des ordonnances hors CHU. Donc on avait des prescripteurs externes provenant par exemple de XAPA, de CARUD, d'équipes mobiles psychiatrie précarité ou également des ordonnances rédigées par des médecins généralistes ou médecins du monde par exemple sous forme d'actes gratuits. Donc on avait quand même un quart de nos patients finalement qui arrivaient avec des ordonnances dites externes, donc complètement hors CHU. Donc, au vu de ces chiffres, au niveau du budget notamment, on s'est dit qu'on avait besoin de distinguer de manière urgente et précise les patients vraiment
qui appartiennent au circuit PASS et les patients dits précaires. Donc ce combat, on va dire, dure depuis plusieurs années et on a réussi à, là, depuis quelques mois, la UG précarité qui est adossée finalement au FIR précarité et qui nous permet depuis maintenant 3 semaines d'imputer de manière plus fine nos dépenses, donc soit sur l'UG précarité pour des patients hors dispositif PASS, soit sur l'UG PASS pour les patients qui relèvent vraiment de ce dispositif. Donc là, je vais vous détailler juste après, du coup, l'organisation qu'on a mis en place à la PUI pour la dispensation à nos patients précaires et PASS. Historiquement, jusqu'à il y a 2 mois, on dispensait à 100% tous ces traitements-là sur l'UG-PASS, puisque c'était la seule qui était à notre disposition pour la dispensation de ces traitements-là. Donc actuellement, comment on fonctionne? Dans un premier temps, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, on vérifie bien entendu de manière systématique les droits. Donc nous, on a fait le choix de faire un double contrôle systématique à la pharmacie, même si ces droits ont été vérifiés en amont à la PASS ou ailleurs. On fait un double contrôle systématique. Comment on détermine qu'un patient est éligible à cette dispensation sans facturation? Soit on passe la position d'ordonnance, je vais détailler juste après comment, soit un tampon précarité qui est apposé sur l'ordonnance et qui va permettre de savoir sur quel budget imputer. Je vais revenir là-dessus juste après. Donc notre patient éligible, il a forcément un tampon PASS ou précarité et bien sûr une absence ou une incomplétude des droits. Sont exclus de ce dispositif les patients avec un droit complet, bien sûr, et les patients avec une AME, sauf dans certains cas pour les médicaments remboursés à 15%, pour lesquels on peut parfois accéder à cette dispensation dans le cadre de la précarité ou de la PASS. Donc, comment savoir si un patient relève de la dispensation hospitalière sans facturation et comment les dispenser? Voici le schéma qu'on suit, nous, à Bordeaux. Donc, on voit à gauche, là, effectivement, soit on a le tampon PASS, soit on a le tampon précarité sur ordonnance. Et il faut que ce tampon soit associé à une absence de droit, à une AME pour soins urgents et vitaux, je vais le détailler après aussi, soit des droits incomplets, soit une AME pour certains types de médicaments. Donc, comment on détermine notre facturation ensuite? Pour un médicament non on ne peut pas rétrocéder ces médicaments-là. Pour un patient qui a des droits incomplets, on peut également dispenser, si on a le tampon imposé sur l'ordonnance, qui atteste que le patient n'a pas les moyens d'accéder à cette thérapeutique malgré une sécurité sociale. Donc, on peut dispenser. Et pour les patients AME, on les réoriente vers la ville ou, pour certains médicaments à rembourser à 15%, on peut dispenser en discussion avec le médecin, bien sûr. Pour les médicaments inscrits sur la liste de rétrocession, on a un circuit un peu différent. Pour un patient qui n'a pas de droit, on va faire une sorte de préfacturation qu'on va laisser en attente et qui sera refacturée de manière rétroactive auprès de l'assurance maladie dès qu'on aura eu obtention des droits pour notre patient. Si jamais, pour X ou Y raison, le patient ne peut pas obtenir de droits ou que la rétroactivité ne fonctionne pas, le médicament sera imputé a posteriori sur le budget PASS pour un patient PASS et sur le budget précarité pour un patient précaire. Pour un médicament rétrocédable et un patient qui a des cas en rétrocession classique, parce que ça concerne des traitements qui sont remboursés à 100%, ou alors on rejoint le modèle dont on vient de parler juste au-dessus, avec une facturation rétroactive si jamais le médicament n'est pas pris en charge à 100% et que le patient n'a pas les moyens de financer la part complémentaire. Et pour les patients AME, on effectue une rétrocession classique. Et enfin, on a un problème à beaucoup d'établissements actuellement en termes de remboursement, c'est le dispositif soins urgents. Là, on a trouvé, nous, récemment la possibilité de refacturer des médicaments auprès de l'assurance maladie pour ces patients-là. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Je pourrais partager la procédure à l'issue de la présentation si ça vous intéresse. Mais on fait une rétrocession dérogatoire qu'on refacture à l'assurance maladie et on joint à l'ordonnance et à la facturation un refus d'AME ou une demande d'asile pour justifier de la prise en charge de ce traitement au titre des soins. Ensuite, on a également beaucoup communiqué auprès des services de soins pour essayer d'anticiper un petit peu les sorties d'hospitalisation qui posent souvent problème. J'ai vu dans le chat passer lors des présentations précédentes des questionnements concernant
demande, nous, au service d'hospitalisation, de s'assurer finalement que le patient qui est dans le lit d'hospitalisation, il est bien connu des services sociaux de l'hôpital pour avoir un engagement des démarches le plus précoce possible, d'éviter d'envoyer systématiquement un patient sans droit à la PASS et de vérifier avec nous l'éligibilité à la dispensation sans facturation pour ce patient et également la disponibilité des médicaments prescrits avant la sortie, plutôt que de nous envoyer le patient à la PUI pour lesquels parfois on ne pourra pas honorer l'ordonnance, soit parce que le patient n'est pas éligible, soit simplement parce que c'est un médicament qu'on ne tient pas en stock puisque non utilisé dans l'établissement ou utilisé peu fréquemment. Donc on leur demande effectivement de nous contacter en amont pour nous prévenir et on avise ensemble des solutions à proposer. Donc concrètement, quand un patient sans droit arrive, ou droit incomplet arrive à la on vérifie, comme je vous l'ai dit juste avant, donc ça c'est les préparateurs en pharmacie qui le font sur le CDR. Ils vérifient les droits et ensuite ils vérifient la provenance de l'ordonnance et le tampon qui est apposé sur l'ordonnance. Et ensuite, du coup, on va avoir deux bras distincts. Le premier classique, le patient sort d'une consultation PASS du CHU, donc il a une ordonnance qui provient du service de la PASS, associé à un tampon PASS qui atteste de l'absence des droits. Si c'est un médicament non rétrocédable, simplement, on le dispense sur l'UG PASS de notre établissement. Si jamais c'est un patient qui ne sort pas de consultation PASS du CHU, donc qui peut arriver d'une consultation externe, d'une sortie d'hospitalisation ou sortir des urgences, dans ces cas-là, actuellement, c'est le préparateur en pharmacie qui va apposer le tampon précarité sur l'ordonnance. On va travailler là avec les services sociaux de l'établissement pour revoir ce circuit. Mais en attendant, c'est les préparateurs qui attestent, qui double vérifient l'absence des droits et qui du coup apposent le tampon précarité sur cette ordonnance-là. Au préparateur de venir nous voir, on appose un visa pharmacien sur l'ordonnance, on vérifie un petit peu ça. Et ça nous permet, pour certains médicaments coûteux et pour lesquels les patients disposent d'une AME soins urgents et vitaux, de refacturer à l'assurance maladie des médicaments qui ne sont pas rétrocédables, mais qui, dans le cadre de ces soins urgents et vitaux, peuvent être refacturés. Donc, on demande pour l'instant systématiquement aux préparateurs de nous faire double contrôler ça. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est assez problématique, que les soins urgents et vitaux, en fait, n'apparaissent pas sur la lecture du CDR. Si le patient dispose de ça, on ne le voit pas. Ça, c'est signifié dans le dossier hospitalier, mais les préparateurs ne peuvent pas le voir. Donc, nous, on vérifie systématiquement et on va enquêter un petit peu dans le dossier, voir si le patient dispose de cela. Donc, de la même manière, si le médicament est non rétrocédable, dans ce cas-là, on va le dispenser sur une UG également, mais cette fois sur l'UG précarité, qui est adossée au FIR précarité de notre établissement. Et enfin, les deux bras qui se rejoignent dans les deux cas de figure, par contre, pour un médicament rétrocédable, on met en attente la facturation et rétroactive à l'ouverture des dents. Et si ce n'est pas le cas, on réimpute sur le bon budget. Une fois qu'on a vérifié les droits et qu'on a déterminé sur quel stock et sur quel UG on va sortir les médicaments, on passe à la dispensation. Donc nous, à Bordeaux, on a fait le choix de dispenser donc, de manière mensuelle, dans la mesure du possible, bien sûr, en fonction de nos stocks. Et par contre, systématiquement de manière hebdomadaire pour les stupéfiants, parce qu'on a quand même une grosse file active et ça nous a posé pas mal de problèmes, notamment de vol sur une population qui est extrêmement précaire. Donc on a fait le choix, quel que soit le stupéfiant, de dispenser de manière hebdomadaire, sauf si le médicament est récupéré par une infirmière de l'équipe mobile ou ESIP, etc., qui, elle, va gérer la dispensation des traitements auprès des patients. En ce qui concerne la barrière de la langue, on a plusieurs outils, notamment des plans de prise, des ordonnances visuelles et également des fiches multilingues qui nous ont été partagées par Besançon et qui sont actuellement disponibles sur le site de leur établissement également et qui sont très utiles au quotidien. Dans certains établissements, on n'a pas du tout recours à l'interprétariat à la pharmacie, tout simplement parce qu'on n'a pas de rendez-vous fixe. Donc, comme c'est du tout venant, on a du mal à accéder à l'interprétariat. Donc, actuellement, on ne l'utilise pas du tout. Et enfin, en termes de traçabilité, on le fait de manière assez archaïque, pour la simple raison, vous le savez, je pense tous ici, que ces patients sont un peu à la frontière entre l'ambulatoire et l'hospitalier. Du coup, les outils hospitaliers ne sont pas 100% adaptés à cette dispensation qui se rapproche plutôt d'une dispensation de ville.
Donc, on fait un peu système D, on scanne les ordonnances et on remplit un tableau Excel avec les noms, prénoms des patients, date de naissance, leur provenance et le nombre de lignes dispensées. On ne demande pas au préparateur de recueillir plus d'informations parce que c'est déjà beaucoup de travail, mais ça nous permet d'avoir des chiffres un peu précis de notre activité. Voilà, et en termes de perspectives et conclusions et de qu'on travaille actuellement à Bordeaux, on a plusieurs points. Donc, le premier, c'est l'harmonisation des pratiques. Donc là, en ce moment, on travaille de très étroit avec le CHU, la PIVI et les services de soins pour améliorer le repérage des patients et le circuit, notamment de dispensation des traitements. Au CHU de Bordeaux, on a une fédération précarité qui est très présente et qui nous aide beaucoup dans cette coordination. Et on est en train de rédiger une procédure transversale qui est actuellement en validation pour la prise en charge des patients précaires et PASS au sein du CHU et clarifier un petit peu l'accès aux médicaments pour cette population. Et au niveau national, on participe également au groupe de travail qui a été évoqué dans les présentations précédentes et à l'élaboration d'une boîte à outils pour les différents professionnels de santé qui interviennent dans la dispensation des traitements pour ces patients. Ensuite, une problématique qui est commune à pas mal d'établissements aussi, c'est l'accès aux produits de santé autres que les médicaments pour ces patients-là. Nous, on a mis en place un circuit concernant les lecteurs de glycémie, notamment au sein de la PASS maternité pour la gestion des diabètes gestationnels. On a mis en place une petite dotation de lecteurs qu'on commande aux grossistes régulièrement et qui sont dispensés par les sages-femmes ou les patients directement. Et on donne les lecteurs, on ne demande pas aux patients de les rendre, on leur donne. En ce qui concerne l'orthopédie et les pansements, on n'a pas trop de solutions actuellement puisque c'est des produits de santé qui ne sont pas détenus par notre PUI, notamment tout ce qui est ATEL, etc. Donc pour l'instant, c'est plus des dons ou de la récupération dans les services de kiné notamment. Pour ce qui est pansement, les infirmiers qui font des soins peuvent utiliser les pansements disponibles au marché du CHU sans problème pour faire les soins aux patients, mais nous, en tout cas, pour la dispensation externe, on n'a pas de solution actuellement. On réfléchit potentiellement à conventionner avec les officines pour permettre aux patients d'aller récupérer ces dispositifs-là en ville. Mais le conventionnement avec les officines, c'est assez complexe, notamment en termes de facturation. Donc, pour l'instant, c'est juste à l'état de réflexion. En termes de traçabilité, c'est pareil, on réfléchit à des solutions pour tracer un petit peu mieux notre activité et faciliter un peu la tâche, malgré le fait que pour l'instant, nos logiciels de rétrocession ne sont pas vraiment adaptés à cette activité-là. On y travaille. Et le gros point sur le travail également, c'est le budget qui explose et du coup, la RH qui diminue ou en tout cas qui n'augmente pas. Donc, on a mis en place là, un suivi précis des dépenses, la distinction PASS et précarité qui vient tout juste de voir le jour à Bordeaux. Donc, on va voir les premiers impacts de cette distinction en fin d'année. On a également pour piste de refacturer ou de réorienter les patients qui proviennent d'établissements extérieurs au CHU et qui pèsent également de manière assez importante sur le budget. Donc, on a des pistes de conventionnement, notamment avec les XAPA CARUD, pour réorienter leurs patients autre part qu'au CHU, ou alors refacturer ce que nous, on leur dispense. Et enfin, le remboursement des soins urgents et vitaux par l'assurance maladie, ça aussi, on a commencé l'année dernière et il semblerait que ça fonctionne. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Beaucoup pour cette présentation, pour ces présentations qui sont très intéressantes et qui ont soulevé énormément de questions dans les chats. Les candidats ont pu répondre à certaines d'entre elles au fil de l'eau. Pour ce qui concerne les autres, donc je vous rappelle qu'on a jusqu'à 14 h ensemble. Ce qu'on vous propose, c'est on vous invite à lever la main pour poser vos questions, y compris si vous avez posé dans le chat, et on essaiera d'y répondre donc au fil de l'eau. Et je rappelle que pour toutes les autres questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre, les coordinateurs en lien avec les intervenants nous y répondront dans une foire aux questions qu'on ne manquera pas de vous transmettre. Donc voilà un peu pour le déroulé. Encore merci aux présentateurs, aux intervenants. Pour ce qui concerne les questions, donc il y a plusieurs mains levées. Donc on avait la madame de la Passe d'Archer, vous aviez une question. Je vais faire dans l'ordre du coup des mains levées. Tout à l'heure, en la dernière présentation, j'ai quand même eu ma réponse.
parce que nous, on ne peut pas envoyer nos patients de la PASS sans la feuille de liaison, ce qui pose un problème surtout le week-end pour dans le service des urgences, parce qu'il n'y a pas d'assistante sociale et cette fiche de liaison doit être forcément validée par l'assistante sociale. Donc là, j'entendais, et ça se confirme, en fait, les pharmaciens peuvent vérifier eux-mêmes, les préparateurs, que la patiente n'a pas de droit et donc donner les médicaments sans cette feuille de liaison. Oui, ça c'est possible. C'est une organisation qui est définie par l'établissement, à mon sens. Enfin, c'est des procédures qui doivent être écrites en collaboration avec les différents services. Nous, on a fait ce choix-là actuellement, mais ce n'est pas une fin en soi. Le but, c'est quand même que la vérification des droits se fasse par les assistantes sociales, pas forcément de la PASS, mais en tout cas que les droits soient vérifiés par le bureau des entrées et par les services sociaux. Ouais. Voilà, nous, c'est notre cheminement, mais se posait vraiment le problème du week-end où, évidemment, on n'a pas le service social sur la maternité et que ces fiches de liaison, du coup, ne sont pas faites et on a du problème là-dessus. Mais voilà, j'entends qu'à la pharmacie, on peut le faire, on peut essayer de mettre en place quelque chose de différent sur le week-end, sur les urgences. OK, merci. Et tout à fait, et Dr Labadie le rappelle, effectivement, il va y avoir il y a plusieurs modèles qui ont été présentés ici, façons de faire, et effectivement, au niveau local et régional, il y a peut-être d'autres pratiques, et ça, on vous invitera vraiment à se rapprocher des pharmaciens, de nous aussi, pour trouver ensemble des solutions ou des façons de faire. Je donne la parole à Madame Émilie Coquet. Non, parce qu'on ne voyait pas le diaporama tout à l'heure, excusez-moi. Facile, réponse facile. Donc, je donne la parole à la personne suivante, la PASS de hôpitaux civils de Colmar. Est-ce que vous avez toujours votre question ? Bon, je vous propose de passer à la suivante en attendant. Ah, c'est bon. Super. Oui, on a un petit problème de connexion. Bonjour, donc on est la PASS des hôpitaux civils de Colmar et on est en explosion absolument phénoménale de nos frais de médicaments liés à l'alourdissement très franc des pathologies que nous prenons en charge au niveau de la PASS. Dans ce contexte-là, il y a deux informations qui ont attiré notre attention et pour lesquelles on aimerait un peu plus d'éclaircissement. La première chose, c'est la possibilité de refacturer les médicaments non rétrocédables dans le cadre des soins urgents. On ne savait pas du tout que c'était possible et si effectivement il y a une procédure qui le permet, ça nous intéresse extrêmement fortement. Et la deuxième question est un petit peu en lien, c'est a priori certaines PASS arrivent aussi à refacturer des médicaments non rétrocédables à la sécurité sociale une fois les droits mis en place. Donc finalement une facture rétroactive. Voilà, ça c'est pareil. Non, vous savez jamais arrivé comme ça, mais jamais arrivé non plus. Mais vous savez quand vous arrivez. On va entrer en charge dessus. C'est le diapo, j'ai écouté ça. Allez-y. Alors, du coup, voilà, c'était la fin de ma question. En fait, c'est une question deux en un. Peut-on refacturer les médicaments non rétrocédables dans le cadre des soins urgents et peut-on refacturer les médicaments non rétrocédables une fois que l'ouverture de droit est en place pour récupérer les frais engagés? Docteur Labadie, est-ce que vous souhaitez répondre? Qui c'est qui répond à la question? Dans le cadre, et pour répondre à la question, dans le cadre des soins d'urgence, ce sont les médicaments rétrocédables et non rétrocédables qui peuvent être facturés à l'assurance maladie. Bien sûr, ils peuvent être régularisés quand les droits sont ouverts. Pour les médicaments non rétrocédables pour les patients sans droit, ils sont imputés sur le budget de l'établissement. Est-ce que ça répond à votre question? Excusez-moi, je me permets d'intervenir parce que nous, en l'occurrence, on les refacture en fait a posteriori dès que les droits, tous les médicaments en fait.
on les refacture à la sécurité sociale. Il y a une convention avec la CPAM et en fait, on refacture tout dès que le patient il a des droits. Merci pour ce retour parce que c'est intéressant pour nous l'ayons et ça permettra peut-être de travailler sur certains territoires. Mais du coup, ça serait possible d'avoir plus de détails ou de nous partager parce que ça semble incroyable et très alléchant. Donc, ça serait intéressant pour tout le monde, je pense, d'avoir cette opportunité. Je vais voir le type de convention qu'on a fait avec la sécurité sociale et je pourrais la partager. Je verrai avec mon service PASS qui s'est occupé de ça. Merci beaucoup et on relaiera propose de parler justement Madame Eve, vous avez une question? Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Ah, super. J'avais un peu la même question. Donc, en fait, moi, j'ai compris qu'on pouvait refacturer les médicaments, même non rétrocédables, si on était dans le cadre du soin urgent. Mais là, j'ai l'impression qu'on vient de dire l'inverse. Deuxième question, le problème, c'est que moi, je n'ai pas de rétrocession. Donc, comment on fait dans ces cas-là quand on n'a pas d'autorisation de rétrocession? Et je pose une troisième question, c'est que nous, on délivre beaucoup de médicaments qui sont hors livret thérapeutique parce qu'on a des enfants, par exemple, qui sont suivis par la PASS, alors que nous, on est un établissement gériatrie. Donc, j'ai vu qu'il fallait qu'on soit dans le livret thérapeutique. Enfin, nous, on n'y est pas du tout, quoi. Est-ce que c'est un souci? Merci. Quelqu'un parmi les intervenants souhaite apporter des éléments de réponse? Moi, j'ai juste une question pour préciser. Du coup, vous êtes un établissement gériatrique uniquement et vous avez une passe au sein de l'établissement et vous recevez des patients du coup qui sont... Je comprends pas. En fait, on a un service de médecine, mais qui fait essentiellement de la médecine gériatrie. Et après, on fait de l'Alzheimer, de l'USLD, un EHPAD. Mais on a une passe qui est suivie par notre établissement. Donc, Et on a des patients enfants. Là, peut-être qu'il faut soit revoir un peu le livret en sachant qu'il y a ça, soit dispenser du hors livret. Nous, on le fait, ouais. Ah ouais, mais nous, du coup, on dispense hors livret. Hein. Après, pour moi, il n'y a pas forcément de problématique à dispenser hors livret. Après, c'est juste un accord avec le service, sachant que de toute façon, ces médicaments-là, ils seront imputés sur leur enveloppe à eux. D'accord. Et du coup, si on n'a pas de rétrocession, nous, l'option de se refacturer un jour, elle n'existe pas. Parce qu'à part le système de la rétrocession, il n'y a pas possibilité de refacturer un moment. Là, effectivement, sans autorisation de rétrocession, pour le soin urgent et un médicament non rétrocédable, du coup, vous pouvez le faire, je pense. Mais sans autorisation de rétrocession, pour moi, même refacturer sur le soin urgent, en soi, vous n'avez pas le droit de rétrocéder ces médicaments-là. Il n'y a pas un autre établissement proche avec une rétrocession qui pourrait accueillir ces patients? Non, mais nous, on est un peu un établissement isolé. Je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on a ce service-là. Peut-être, oui, se rapprocher d'une ARS pour demander peut-être une autorisation de rétrocession spécifiquement dans le cadre de cette activité-là. Ok. En effet, c'est une situation typiquement un peu spécifique et à réfléchir au niveau effectivement de votre établissement et potentiellement avec votre coordinateur aussi. Ok, merci beaucoup pour cette question. On peut passer à la question suivante. Monsieur Jérôme Penaud. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la qualité de ces présentations. Je suis Jérôme Penaud, je suis référent social de la PASS du CHU de Strasbourg. J'ai posé une question dans le chat et du coup, je la partage avec tout le monde. Et en particulier, du coup, Dr Labadie, est-ce que le choix de ventiler l'impact financier des produits de santé sur le FIRPASS et sur le FIR Précarité est un choix de l'établissement de santé. Et donc, du coup, pour prolonger,
Est-ce que finalement, il y a des consignes claires à destination des établissements de santé pour arriver à l'organisation très remarquable que vous avez mis en place avec la création des différentes UG pour bien ventiler les frais de santé et que les frais de santé ne sont pas juste supportés par le FIRPASS? Merci pour votre question. Alors, de base, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment une volonté de l'établissement de santé. C'est plutôt quelque chose qui a été amené, on va dire, par la force des choses, parce qu'à force d'imputer une quantité non négligeable de médicaments sur ces sujets-là, finalement, on a complètement mangé le budget de la PAS et ça les a bloqués en fait en termes de recrutement, de RH, de frais de fonctionnement, etc. Et donc, de fait, ça fait plusieurs années qu'on demande ça, notamment avec la coordo de la région, etc. Jusque-là, on n'avait pas été entendu plus que ça, mais depuis que c'est devenu vraiment handicapant pour le service, on a réussi à accéder à ces discussions-là. Et aussi, le CHU, là, qui est un peu déficitaire et dans de mauvaises conditions budgétaires, je pense qu'on leur a également demandé de mieux identifier, de mieux étiqueter leurs dépenses. Et on a eu une nouvelle directrice de la précarité aussi qui est plus concernée par cette problématique-là. Je pense aussi que ça a joué, mais de base, je ne peux pas dire que c'est vraiment une volonté de l'établissement. C'est plus fait par la force des choses, en tout cas à Bordeaux. Si je peux compléter sur la question, parce que c'est important, si on regarde le périmètre du FIRPASS tel qu'il est décrit sur le site du ministère de la Santé, il y a une mention sur les dépenses pharmaceutiques et il est clairement écrit, je vous lis la phrase, la dotation PASS a vocation à supporter des coûts spécifiques liés à l'activité de la PASS, mais les activités plus générales correspondant à la mission globale de soins de l'établissement, c'est-à-dire interpreneuriat, dépenses pharmaceutiques, ne sauraient être portées exclusivement ni principalement par la dotation, sachant que ces budgets ont vocation à relever du budget propre de l'établissement. Donc, ce que vient de dire Aurélie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de PASS, effectivement, qui imputent le budget médicaments sur le FIRPASS, qui ampute le budget, qui empêche des recrutements de personnel ou ce genre de choses. Et pour une pharmacie, par exemple, d'ailleurs Aurélie en est la preuve, c'est une activité qui est conséquente et qui n'est pas souvent pris dans le but, enfin, je ne sais pas, bon, voilà. L'établissement doit aussi financer ce circuit-là, parce que c'est une activité importante. Donc, les médicaments, la loi est claire là-dessus, hein, c'est la mission de l'établissement de service public, et s'ils ne sont pas remboursables par l'assurance maladie, parce qu'ils sont dans le cadre des soins urgents ou dans le circuit officinal, ils rentrent dans le cadre du budget propre de l'établissement. Et après, il y a le FIR précarité qui est attribué à certains établissements en fonction des dépenses, en fonction d'un certain seuil. Alors, effectivement, il peut toujours y avoir des établissements qui ont un seuil plutôt faible qui se retrouvent à avoir ces dépenses dans leur budget propre. Mais la loi est claire là-dessus. Merci beaucoup pour cette question et ces précisions. Et merci beaucoup, docteur Honoré, parce qu'on est tout à fait dans cette ligne-là. Et encore une fois, vous constaterez, voilà, il y a différentes façons de faire. Il y a quand même un cadre légal qui a été très bien rappelé. L'idée, justement, et de cette rencontre, c'est aussi de vous montrer ce qui peut être fait ailleurs et comment cela peut être fait ailleurs pour peut-être aussi faire bouger les lignes quand on n'est pas tout à fait dans les clous de ce qui nous est donné. Je passe la parole à Monsieur Nicolas Verezinski pour la question suivante. Oui, bonjour, merci. Nicolas Verezinski, donc je suis pharmacien à l'hôpital de Grasse dans le 06. J'avais une question, moi, c'était par rapport à la notion de cadre de soins urgents, soins urgences vitales, en fait. Est-ce que vous pourriez un peu préciser qu'est-ce qu'on entend dans le cadre de ces soins et s'il y a une spécificité, parce que nous, à la pharmacie de l'hôpital de Grasse, donc en règle générale, on est sollicité par la PASS, donc majoritairement et pendant les horaires ouvrables de la pharmacie. Et c'est vrai que nous, on est un hôpital général et on n'a pas de pharmacien présent sur place en dehors des heures ouvrables. Du coup, on a des pharmaciens d'astreinte. Donc, est-ce que vous pourriez un peu repréciser cette notion de délivrance dans le cadre de soins urgents, urgence vitale? Et tout à l'heure, il m'a semblé entendre lors d'une intervention
qu'éventuellement cette notion de soins urgences vitales pouvait être retrouvée comme quand on vérifie les droits sécurité sociale du patient. Est-ce que vous pourriez me préciser, s'il vous plaît? Docteur Luana, est-ce que peut-être Je suis en train Je de- ne sais pas Alors, si ma question est claire. donc, dans les soins urgents vitaux, c'est des soins pour qui, si un patient n'a pas de traitement, son état risque d'être dégradé et ça peut entraîner, pour le coup, jusqu'à un décès. Donc, dedans, en général, on retrouve, par exemple, les femmes enceintes, c'est considéré comme des soins urgents vitaux, ou des patients, avec des traitements ça pourrait être, je pense, des antibiotiques, que si ce n'est pas pris à un instant T, qui pour le coup, ça pourrait aggraver l'état du patient. Je ne sais pas si ça répond à vos questions d'urgence vitale. Oui, oui. C'était juste pour que vous pouviez me repréciser un peu cette notion. Il n'y a rien de spécifique, je veux dire, par rapport à cette notion d'urgence vitale. Donc, j'imagine, nous, au fonctionnement d'un hôpital général, le pharmacien d'astreinte peut être amené à se déplacer justement pour délivrer un médicament pour lequel on ne peut pas attendre. C'est ça, en fait, la notion. Oui. Je pense l'implication pour nous. Oui. Ok, merci. Et on vous transmettra tous les éléments qui vont dans ce sens et les éléments de référence par rapport à cette question. Il y a un complément de la part de la coordination. Juste pour compléter la question des soins urgents et vitaux, ça recouvre énormément de traitements. On a souvent ces questions-là dans les établissements. Un traitement par insuline relève des soins urgents et vitaux. Une antibiothérapie relève des soins urgents et vitaux, même pour des choses simples, parce que le but du traitement, c'est d'éviter de se retrouver dans une situation qui s'aggrave et qui deviendrait catastrophique. Donc, le traitement anti-agrégant d'un patient qui a eu un pontage, enfin voilà, ça recouvre quand même énormément de traitements, presque tout, sauf ce qui est purement symptomatique finalement, quoi. On pourrait presque se dire que tous les traitements qui sont sur la liste des médicaments essentiels sont des traitements vitaux, puisqu'on les a classés comme ça. Merci beaucoup. Madame Émilie Casal-Bonnel, je crois que je n'avais pas vu que vous avez posé la question. Est-ce que vous avez toujours votre question? Oui, bonjour, Émilie Casal, pharmacien au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Je voulais savoir si sur certains établissements, vous aviez fixé une limite pour définir un médicament coûteux. Parce que médicaments coûteux, ça peut être beaucoup de médicaments. Donc, je voulais savoir si vous aviez fixé des limites sur certains établissements, si ça avait été discuté avec la direction ou pas, ou si c'était comment ça s'est fait, voilà. Docteur Labadie, peut-être, vous pouvez illustrer. J'en avais parlé déjà. Vous en aviez parlé. Nous, on l'a pas du tout fixé de seuil, on se fie plutôt au statut du patient, parce qu'effectivement, s'il bénéficie du dispositif AME soins urgents, quel que soit le coût de sa thérapeutique, on va le refacturer, même si c'est vrai que c'est souvent sur ces ordonnances-là qu'on a des médicaments coûteux, puisque c'est des soins qui ne peuvent pas attendre une ouverture de droit, donc ça se recoupe souvent. Mais on n'a pas mis de cut-off de coût précis. Il y a quand même une définition réglementaire de ces médicaments onéreux, coûteux, ça dépend du contexte. Il y a des listes officielles de médicaments onéreux qui sont remboursés en sus aux établissements, et je crois qu'il ne nous appartient pas de définir ce qui est dans cette. Enfin, c'est à la DGOS de définir ce qu'elle met sur les listes de médicaments onéreux ou coûteux, ce qui n'est pas dans une liste de médicaments onéreux. C'est pas aux établissements de définir ce qui est coûteux ou pas. Oui, puis de toute façon, un médicament onéreux. Comment? On peut faire des remontées, effectivement, sur certains traitements, etc. Mais sinon, les listes de médicaments onéreux remboursés en sus, elles sont listées, elles existent, elles sont publiées. Non, pour moi, c'est pas vraiment conditionné au coût du traitement, c'est plus au statut du patient et où c'est qu'on va pouvoir le refacturer. Et c'est pas une question de cut-off de prix finalement. Et effectivement, les médicaments
onéreux, ils sont sur cette liste-là. C'est ceux qu'on peut déclarer pour se faire rembourser à l'assurance maladie. Mais le problème qu'on a pour un patient sans droit, passe ou peu importe, à qui on va dispenser même un médicament onéreux, s'il n'a pas de soins urgents et s'il n'a pas une ouverture de droit en cours, malheureusement, ça sera imputé sur le budget de fonctionnement de l'établissement, quel que soit le prix de ce médicament-là. Donc pour moi, il ne faut pas raisonner en termes de cut-off de coût, mais plus en termes de modalité de refacturation en fonction des droits du patient, du statut du médicament, plus que du coût. Exactement. Exactement. Et autre question, du coup, pour les DSUV, donc si ça n'apparaît pas sur le CDR, je voulais savoir comment vous faisiez, vous, du coup, à la pharmacie, parce que vous avez dit que les préparateurs, dans ce cas-là, venaient vous voir, enfin, consulter le pharmacien. Du coup, comment vous faites pour, enfin, vous, pour voir en tant que pharmacien si ça rentre dans le DSUV? Ça, généralement, c'est des patients, pour le coup, qui sont relativement bien détectés par les admissions ou par les services sociaux. Enfin, premièrement par les admissions, parce qu'ils sont hospitalisés dans un lit sans droit. Donc, les admissions, le patient est et qui répond un petit peu sur sa situation. Et effectivement, pour certaines pathologies qui peuvent soit engager le pronostic vital du patient de manière rapide, soit menacer entre guillemets la santé publique pour diverses raisons, on peut accéder à ce dispositif AME soins urgents. Et dans ce cas-là, le remboursement des médicaments et des soins est conditionné par un refus d'AME ou un dépôt de demande d'asile qui justifie que le patient a commencé à entamer des démarches, mais il est là depuis moins de 3 mois, donc il ne peut pas bénéficier d'une AME classique. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait dans le dossier du patient mentionné qu'un travailleur social est venu le consulter et a engagé des démarches. Et on demande à ce que le refus d'AME soit scanné dans le dossier du patient. Comme ça, on peut le joindre à notre facturation, puisque du coup, ça réunit les conditions pour lesquelles l'assurance maladie rembourse et les soins et les médicaments. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Claire Chatron. Oui, bonjour, je suis pharmacienne Pardon. au CHU de Clermont. Non, il a déjà parlé, Monsieur Merci. Valinsky. Oui. C'est bon? Allez-y, Madame Chatron. Pardon. Oui, merci à tous pour vos présentations. Merci aussi au groupe qui a été fait de manière nationale, qui nous avait déjà permis d'échanger, notamment Aurélie qui nous a déjà présenté pas mal de choses. Je connaissais que dalle à la passe, sincèrement. Merci de cet éclairage. J'ai pas encore tout compris. Je pense qu'il nous faudra encore une petite session parce qu'il y a plein de mots, plein d'éléments. On peut confondre et tout. Merci quand même d'avoir déjà dégrossi, on va dire, pour les comme moi, ceux qui n'ont rien compris de base. Donc, merci pour cet éclairage tout d'abord. Juste pour vous dire clairement, nous, on n'a pas l'UF précarité. Belle idée. J'ai coché. On a par contre une UF pass. On a créé une UF pass et une UF pass urgent. À la pharmacie, personne ne vérifie le dossier. On a décidé que ce n'était pas notre rôle, donc on s'entend très bien, bien sûr, avec les équipes de la PAS qui travaillent, on sait qu'ils font un travail acharné, on a de la chance, et qui s'occupent justement de la vérification des dossiers. Donc, on fait une confiance 100%. Il n'y a pas de vérification en bas. Donc, nous, les tampons, si tu veux, par rapport à toi, Aurélie, c'est déjà tamponné, nous, quand ça arrive à Clermont, en PAS ou en PAS urgent, ce qui nous permet déjà d'avoir ces deux distinctions avec ces soins urgents. On a aussi la chance d'avoir une structure privée, nous, qui s'appelle Solidarité Santé 63, qui nous permet d'avoir quand même, nous, aussi, tout ce que tu as présenté à Bordeaux, où ce n'est pas de la passe, tout ce qui était structure externe et tout, on a une structure qui les accueille. Donc, nous n'avons pas cette dispensation-là sur le CHU de Clermont, ce qui nous décharge vraiment beaucoup. Et donc, on garde tout le secteur passe et donc passe urgent. Pour la rétrocession, merci. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des rétrocessions de manière rétroactive. Donc, nous, on a toujours tout facturé les rétrocédables et à l'ouverture des droits, ça a passé en rétro. Maintenant que je le sais, on pourra donc faire du rétroactif. Donc, ça va quand même nous ramener un petit peu d'argent à Clermont. Pour répondre pour le truc qui coûte une blinde, là, les anti-VHC, c'est quand même les plus coûteux. J'avoue, c'est rétrocédable. Donc, maintenant qu'on le sait, avant, on décalait. On faisait partie des personnes qui décalaient malheureusement un petit peu la prise en charge et ça nous gênait énormément, c'est vrai. C'est vrai que maintenant qu'on sait qu'on peut faire de la facturation rétroactive, je me sens un peu mieux. Franchement, on se sent mal en tant que pharmacien. On a, vous l'avez dit, une énorme responsabilité. Des fois, je me retrouve à décider moi-même, je trouve, pour la mise en route d'un traitement. En attendant, parce qu'elle a Il y a un micro ouvert, s'il vous plaît. Mais non, tu peux lui dire qu'on n'a toujours pas parlé. Je ne sais pas qui parle. Et que du coup, pour l'instant, Monsieur Jérémy Manguevel, excusez-moi, votre micro est allumé. Merci. Désolée, allez-y, continuez.
Pas de souci. Après, pour le hors livré dont on parlait, donc voilà, les anti-VHC, donc maintenant c'est un petit peu réglé. Par contre, dans les coûteux, je sais qu'il y a toutes les chimiothérapies orales qui concernaient le ça s'appelle la vie. Par contre, lueur d'espoir absolue quant à cette activité, cette convention avec la CPAM, là, je ne sais pas qui c'est qui refacture la totalité des médicaments à la CPAM. Chaud, ça, j'ai jamais vu ça. J'avoue que ça, c'est une dinguerie totale au niveau national. Donc, j'avoue, si vous pouvez nous le faire remonter, ça nous intéresse énormément. Cette convention-là, évidemment, nous permettrait donc de récupérer les FIR, pas que pour du médicament, mais pour de la gestion de tout ce personnel, peut-être récupérer un peu de RH, je pense que c'est ce qui intéressait là absolument tout le monde. C'était vraiment très intéressant. Une autre demande qui sera plutôt pour Stéphane, pour cette fiche de liaison. Cette fiche de liaison, elle est en plus, je veux dire, ça va nous faire donc une activité à la pharmacie en plus à remplir que la dispensation à mettre sur l'ordonnance. Ça nous fait faire 2 actions. On est d'accord pour ça? Elle n'est pas obligatoire, cette fiche de liaison, mais elle peut être très utile aider, pour la coordination, pour identifier, pour aider. Ouais, parce qu'on voilà. Après, pourrait ça peut-être reste, agrafer quoi, l'ordonnance. Ouais. Oui, après l'histoire des tampons, ça joue un peu ce rôle. Hein. Les tampons qu'a présenté Aurélie, c'est un peu ça en fait. C'est le même esprit qu'il y a derrière. C'est ce qu'on fait, hein. Très pratique. Voilà. Et j'ai une question aussi pour Aurélie et pour vous, Stéphane, aussi, c'est est-ce que dans vos établissements et d'autres personnes, avez-vous mis en place une dotation, parce qu'on a une petite UF Pass, comme beaucoup d'entre nous, est-ce que vous avez mis une dotation d'emblée dans le service de soins comme une UF de soins, finalement, avec le paracétamol, enfin les molécules un petit peu les plus classiques, ou est-ce que non, on a une dotation Pass à Clermont? Alors, moi, fait des dispensations nominatives pour chaque si vous voulez. Il vaut mieux faire une dispensation nominative. Ouais. Alors, nous, Luana, tu peux. Oui. Il y a un micro. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur la question comment dire, de la dotation? Oui, allez-y. En fait, nous, on a une dotation à la passe des hôpitaux civils de Colmar, ce qui est franchement extrêmement pratique. Mais du coup, si on arrive à conventionner ou à faire quelque chose pour pouvoir refacturer les médicaments, là, tout de suite, on ne sait pas trop comment on va faire parce que du coup, ce que nous délivre la pharmacie dans le cadre de la dotation, c'est pas nominatif. Donc, on va avoir un problème concret de refacturation. Donc, voilà, ça a des avantages, mais ça va avoir un inconvénient de refacturation. Merci beaucoup pour ces compléments et ces témoignages. Je vous propose de passer à la question suivante. Madame Isabelle Garnier. Attendez, pardon, j'ai pas eu ma réponse parce que ça parlait pendant que Stéphane répondait. Pardon. Stéphane, vous disiez que vous, il vaut mieux faire que du nominatif et ne pas avoir de dotation en service, également pour la raison que la personne qui vient de parler vient de mentionner, parce qu'il y a eu un brouillage. Je n'ai pas pu entendre la réponse, pardon. Alors, non, moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que déjà je suis un peu étonné effectivement d'une refacturation de tout à l'assurance maladie, parce que ce qui est refacturable à l'assurance maladie, ce sont les médicaments onéreux, donc ceux qui sont sur une certaine liste, pas tous les médicaments du patient. Donc pour moi déjà il y a cette ligne-là, c'est des médicaments onéreux, il y a des circuits de facturation à l'assurance maladie. Les médicaments standards, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas onéreux, ils sont dispensés par la PUI et ils ne sont pas refacturables à l'assurance maladie, à mon sens. Hein. Ils ne sont pas refacturables, ils sont imputés soit sur des UF précarité, soit sur l'UF Pass, parce que bon, même si ce n'est pas la vocation de l'UF Pass, je sais que c'est ce qui se passe dans plein d'établissements, et ils sont sur la dotation des UF prescripteurs. Donc en fait, faire une dotation globale, faire une dotation globale à la passe n'impacte pas du tout le circuit de financement, sauf à faire de la dotation sur des médicaments onéreux. Là, j'évite, effectivement, là, ça devrait être de la dispensation nominative uniquement. Par contre, pour tous les médicaments qui ne sont pas onéreux, il peut y avoir une dotation dans la passe. Ça n'impacte pas le financement, parce qu'il n'y a pas besoin de les tracer nominativement. On les refacture pas, parce que c'est la dotation. C'est du fonctionnement de l'hôpital. Je peux en prendre 2. D'accord. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et merci à tous pour vos interventions encore et hâte d'avoir le prochain pour redégrossir encore un bon coup. Merci beaucoup.
Bonjour. Oui, alors j'avais effectivement une question, mais je pense que Monsieur Stéphane Honoré y a répondu. J'étais surprise que l'on puisse refacturer à la sécurité sociale les médicaments non rétrocédables. Le souci que nous avons, nous, sur la passe de Saint-Dié dans les Vosges, mais comme je pense beaucoup d'autres passes, c'est toutes les personnes qui sont en attente de renouvellement d'aide médicale d'État. Donc on ne peut pas, comme ils ont des droits potentiels à l'aide médicale d'État, on ne peut pas les facturer au titre des soins urgents. Et pour autant, lorsque les droits sont ouverts, car parfois 6 mois après la demande d'ouverture de droit à AME, ben oui, c'est 6 mois de traitement qui ont été donnés, parfois coûteux, mais pas forcément rétrocédables. Alors, Donc voilà, je me posais cette question-là, moi, comment faire? Pour préciser, les médicaments non rétrocédables peuvent être facturés à l'assurance maladie s'ils sont dans le cadre des soins urgents. Oui, mais les soins urgents, c'est quand on n'a pas de droit ouvrable à l'aide médicale d'État. Quand on fait une demande d'aide médicale d'État pour quelqu'un qui est en situation irrégulière Non, les soins urgents, un renouvellement. les soins urgents, ça ne se recoupe pas 100%. Il y a, regardez le logigramme qu'on vous a présenté. Les patients qui n'ont pas de droit, normalement, ceux qui n'ont pas de droit, s'ils ne sont pas dans les soins urgents, on ne peut leur facturer que les médicaments rétrocédables, s'il y a bien sûr une rétrocession. Si on relève des soins urgents, si c'est vital, si on n'a pas de droit, on peut refacturer les médicaments non rétrocédables. Voilà, c'est sur le logigramme. Alors, pour moi, la facturation aux soins urgents, il faut fournir un rejet d'aide médicale d'État ou une demande d'asile. Or, ces personnes-là ne peuvent pas avoir de refus d'aide médicale d'État. Leur dossier est en cours de traitement depuis 6 mois. Je laisse la parole à notre collègue Marie. Oui, pour la question qui concerne les patients en attente d'ouverture de droit, parce que c'était bien ça le sujet, c'était les patients qui sont en attente de renouvellement de droit à l'aide médicale d'État dans un contexte où les délais effectivement d'instruction des dossiers peuvent être très longs. Pour cela, une des solutions, c'est des conventions avec des officines de ville qui permettent de mettre en attente la facturation, enfin ça avait fait l'objet d'un webinaire dont on avait déjà abordé le sujet. Les conventions avec des officines de ville permettent la délivrance des traitements en ville avec une officine qui s'engage à mettre en attente la facturation et un hôpital qui s'engage à payer l'officine si jamais les droits s'ouvrent pas à la date prévue. Mais ça, c'est une manière de sortir de la dispensation par la PUI de ces médicaments pour les patients en attente d'ouverture de droit. On a des modèles de convention à vous transmettre si vous le souhaitez. Volontiers, merci. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question car il est 13h58. La passe d'Archer. Vous avez déjà posé une question. Pardon, le CHU de Saint-Étienne, excusez-moi. Ah, mais j'en ai des autres, mais bon, c'est pas grave. OK. Désolée. Vous nous les poserez, on y répondra dans la fac. La passe du CHU de Saint-Étienne. Pour une dernière question. Oui, alors je sais pas trop. En fait, je revenais sur cette question que normalement, les médicaments, ça fait partie des fonds propres de l'hôpital. Enfin voilà. Moi, j'avoue, j'ai pas totalement bien saisi ça parce qu'effectivement, habituellement, les médicaments sont affectés à l'UF de la passe et c'est moi ça que j'ai toujours vu faire. Mais du coup, voilà, s'il y a un cadre réglementaire, moi, je suis intéressée par ce cadre réglementaire parce que pour moi, c'est flou quand même. Il est décrit alors, quand c'était une MIG, c'était clair. Depuis que c'est passé en FIR, effectivement, les ARS peuvent décider de modifier le périmètre de ce financement FIR. Donc maintenant, ça reste plutôt à la main des ARS de poser la question, qu'est-ce qui rentre dans le cadre de ce financement? Mais le cadre du FIR passe, il est clairement décrit sur le site du ministère, et c'est la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que bien sûr, on peut utiliser ce FIR-Pass pour les médicaments, mais en tout cas, ce n'est pas la vocation primaire de ce FIR-Pass. Ce FIR-Pass, il n'est pas fait pour ça. L'idée générale du législateur, c'est que c'est le budget de l'établissement global qui finance les médicaments des patients à l'intérieur de l'hôpital, et les médicaments qui sont
remboursables en sus, ils sont remboursables en sus via les dispositifs que je vous ai présentés. Sinon, les autres médicaments, ils rentrent dans ce budget global et peut venir aider le FIR précarité quand il est disponible, ou le FIR pass, c'est pas interdit, voilà, c'est pas interdit, mais c'est pas l'objectif principal. Voilà. Et ça pose un problème à tous les établissements de santé. Pas, c'est une question qui reste floue dans les textes, parce qu'effectivement, tous les directeurs vous disent, mais ces coûts de médicaments, je les aime plutôt où? Voilà, donc ça, mais ça fait partie du service de la mission de service public de l'établissement de santé. Merci beaucoup, docteur Honoré, pour ces précisions et effectivement qui reposent un peu le cadre général. Donc, on va clôturer ce webinaire. Désolée pour ceux qui restent un peu frustrés avec leurs questions, mais on s'engage à y répondre ultérieurement dans une fois aux questions qu'on vous transmettra. Encore merci beaucoup aux trois intervenants, docteur Labadie, docteur Honoré et docteur que je le prononce, Sachelin. On vous souhaite une très belle après-midi et on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire. On diffusera, on l'a déjà répondu, mais on diffusera bien évidemment les supports et les documents un peu réglementaires dont on a discuté. On transmettra les liens voilà, également. Et le webinaire est enregistré. Vous aurez également la possibilité de partager ce webinaire. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous.